Il y a 9 ans, Victor Riu écrivait l'une des plus belles pages de sa carrière. 8e de l'Open de France, le tricolore décrochait sa qualif pour le British Open. Cette année, le tournoi retrouve Liverpool, l'occasion pour Victor Riu et Guillaume Biojo, son coach à l'époque, de replonger dans cette 143e édition. Salut Vivi. Ça va Victor? Parfait, écoute. On va parler d'avant de l'Open de France, qui a été aussi un grand moment pour vous deux et qui a accouché de cette qualification au British. Comment vous l'avez vécu cette Open de France? Je suppose quand vous vous regardez, vous en reparlez souvent? Bon, on ne se voit pas très souvent, mais oui, en tout cas c'est à lui d'en parler, hein, c'est le joueur. Hein. Mais oui, c'était une semaine fabuleuse. C'était une semaine assez incroyable. Je m'étais retrouvé en dernière partie le samedi. En plus, je jouais avec Kevin Stadler. Kevin Stadler, le samedi en dernière partie. Donc forcément, je suis joueur français, donc tout le public était derrière moi. Il y avait un monde de dingue. Et le dimanche, en avant-dernière partie, je crois, avec Martin Keimer. Et je m'étais retrouvé même le dimanche en tête, je crois que c'était le numéro 12. Donc ouais. C'était un peu bizarre de voir son nom tout en haut des leaderboards et tout. Et j'ai eu un peu du mal sur la fin, je termine quoi, 8e, mais la petite cerise sur le gâteau, c'est de me qualifier, de choper le dernier spot pour The Open. Surtout, il pleuvait, je me souviens, il pleuvait des cordes, c'était des conditions hyper compliquées à l'Open de France. Toi, tu étais dans les cordes, tu étais derrière les cordes, tu suivais ça, ça devait être... Exactement, et déjà à l'époque, je crois que le journal du golf était avec moi le dernier tour, justement pour suivre ce dernier tour qui était effectivement incroyable. Parce que Victor, dernier en tête de l'Open de France, et c'est sûr que quand tu es en tête de ton Open national, principalement au golf national, c'est toujours exceptionnel. Donc ça avait été un tour avec effectivement beaucoup d'émotions, en tête après 12 trous. Allez mon Victor, hein. Allez. Est-ce que c'est Victor qui est là-bas? Non, elle est pas facile. Vous avez vu la balle? Ouais. Elle a dérivé juste un peu sur la gauche là-bas. Avant l'eau? Non, elle n'est pas dérivée. Je me rappelle, il y avait énormément de scores au-dessus du par le dimanche, et c'est J-Mac qui avait envoyé -5. Je crois qu'il avait fait un des meilleurs scores par 3-4 coups. Et forcément, il est irlandais, donc c'est un peu les conditions idéales pour lui. Mais c'est vraiment très très dur. Je me rappelle, c'était pluie battante, beaucoup de vent. Et c'est sûr que c'est typiquement le genre de temps où Graham McDowell se sent super à l'aise et avait performé. Et pour la petite histoire, pour la petite anecdote, Victor, le samedi soir, tapait des balles au practice. Et on avait pris, je ne sais pas si tu te souviens, Bruno Vega, qui travaille chez Trackman, était avec Graham McDowell qui tapait des balles. Et avec l'iPhone, on avait la capacité de voir, entre guillemets, comment il tapait. Et la production qu'il avait le samedi après le practice, c'était pas, avec tout le respect qu'on a pour J-Mac, parce que attention à ce que tu vas dire. Maintenant, je n'ose plus rien dire. Mais en tout cas, effectivement, n'était pas une production hallucinante. Et ce qui prouve justement à quel point ce joueur est exceptionnel, c'est que même en ayant tapé la balle très moyennement la veille au practice, il a réussi dans des conditions dantesques le lendemain à être super performant et d'avoir la capacité de jouer pas forcément bien, mais très juste. Alors justement, ce dernier tour, tu finis 8e, et à la fin de ce dernier tour, tu as ça dans les mains, tu as ce drapeau avec le petit badge. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est un rêve qui se réalise? C'est un petit soulagement parce que je finis quand même mal l'Open de France. Je termine par double bogey au 18, donc pas facile. Et c'était le petit soulagement de la journée d'apprendre finalement que j'ai le spot pour The Open, donc j'étais comme un fou. Et toi, Guillaume, t'es dans quel état d'esprit? Parce que aussi, ça va être ton premier... tu vas vivre un de tes premiers British en tant que coach, quoi. Ouais, mais je suis pas dans cet état d'esprit-là. Je suis dans l'état d'esprit, à ce moment de la saison, de la performance de l'Open de France qui est hyper importante pour Victor, parce que l'objectif, c'est de garder la carte du circuit européen. Donc, beaucoup plus dans l'esprit de faire des bonnes semaines pour qu'il puisse continuer à avoir la carte et avoir ses droits de jeu pour l'année d'après. Donc, c'est sûr qu'il y a eu ce moment absolument génial d'avoir la capacité de jouer le British Open, mais aussi ce double bogey au 18 qui lui retirait pas mal de points pour la carte, qui était effectivement, c'était la cerise sur le gâteau, mais un petit peu le moment un peu plus... moins agréable de la journée, parce que je dirais, il y a vraiment ce double objectif, à la fois de garder ses droits de jeu, mais bien évidemment d'aller faire un British Open à Old Lake,
qui est un endroit fabuleux et une expérience de dingue, que ça soit bien évidemment pour Victor et en tout cas pour moi aussi. Une expérience. Mais après, juste sur le parcours, à aucun moment je pensais au spot pour le The Open. J'étais à fond sur mon tournoi et j'étais déjà dégoûté de faire double dernier. Plus avec un photographe qui me dérange milieu de descente. Ah, ça, les médias, tu sais, toujours, c'est toujours compliqué. Et non, c'était pas le journal du golf. C'était même pas un photographe professionnel, je crois. Et mon caddie d'ailleurs est parti derrière lui le courir après parce qu'il m'a mitraillé. J'étais début de descente et j'ai halluciné. Je regarde même pas la balle partir, je me retourne, je me dis putain, mais comment il a pu faire ça le mec? Et oui, l'objectif c'était de bien finir le tournoi et j'étais même pas au courant qu'il y avait le. Parce qu'en finissant 8e, forcément, je me suis dit, il y avait que 3 spots. 3 spots pour les non exemptés. Donc, j'ai été repêché, donc après, ouais, c'était la petite cerise sur le gâteau. T'as des gardes du corps maintenant. Salut. C'est bien, mon petit. À tout à l'heure. Le putt, c'est pour le British. Hein? Le putt, c'est pour jouer le British. Et c'est toi qui me l'annonce d'ailleurs. Ouais, quand je remonte pour aller au voilà, recording, c'est toi qui me dit t'as le spot pour le The Open. Qui était plutôt positif. En fait, je me disais non, c'est fini. Parce que connaissant Victor, je sais que même s'il finissait 8e du tournoi, le fait de faire double 18 était quelque chose qui allait être difficile à digérer pour lui, ce qui est tout à fait normal en tant que compétiteur. Et c'est sûr que cette petite, comme tu le dis très justement, petite cerise sur le gâteau permet de digérer le double bogey un peu mieux. Les premiers pas à Liverpool, ça se passe comment? Vous hallucinez tous les deux? C'est assez impressionnant parce que tout le protocole déjà pour s'enregistrer, c'est assez drôle. Donc, tu vas dans une belle pièce au clubhouse, t'as que des mecs en blazer, je crois le directeur du Royal Air ancien ou des personnes assez âgées mais super bien sapées. T'as l'impression que c'est un peu, tu vas faire un vote en fait, tout un protocole incroyable. Et donc déjà c'est impressionnant. Ouais, je me souviens que c'était cette pièce qui surplombait le petit green, qui est magnifique, avec une très belle baie vitrée. Et ce qui est sympa après, tu dois programmer les parties de reconnaissance, donc tu vois tous les noms incroyables, donc tu te mets un peu avec qui tu veux. Bon, il n'y avait pas Tiger Woods, mais... Non, t'es dans un rêve ou comment? Non, quand même pas, mais bon, c'est un peu ce qu'on cherche en tant que joueur professionnel, c'est toujours de jouer des grands majeurs. C'est les tournois qui font le plus rêver, c'est là où il y a tous les meilleurs joueurs du monde, donc c'est pas non plus comme un rêve, mais c'est quand même... T'es heureux d'être là, ouais. Justement, cette roco, on va dire incroyable, avec un certain Phil Mickelson, racontez-nous un peu, faites-nous entrer un peu dans les coulisses, ça devait être dingue quoi. Alors c'était assez drôle parce qu'en s'enregistrant, voilà, tu programmes, tu bookes ton practice round, ta partie de reco, et je m'étais mis, je crois, avec Luke Donald et les 2 frères Molinari, et on arrive au départ du 1, je crois que c'était vers 14h, et putain, personne, on se retrouve tout seul, et on se dit, ça fait un peu chier de faire d'être là et de pas profiter. Une reco sans un bon joueur. Et puis même déjà jouer seul c'est un peu contraignant et en plus tu es sûr au British de jouer avec un peu des grands joueurs. Et on arrive, t'as personne, et là il y a Patrick Reed, je sais pas si tu te rappelles, qui arrive, il ne nous calcule même pas, il passe devant nous. Et là on attend, on espère trouver un joueur parce que j'ai pas envie de faire ma reco tout seul. Et là d'un coup t'as Phil Mickelson qui arrive de nulle part, qui se présente, qui me dit Hi Phil, désolé, s'excuse, j'ai pas booké mon practice round, ça te dérange pas, on joue ensemble. Moi j'ai des étoiles dans les yeux, je suis comme un fou. Ouais. Et voilà, donc on se retrouve à jouer avec Phil Mickelson, la reco. Et entre-temps, après, il y a les 2 frères Molinari qui sont arrivés. Limite, j'étais blasé, qui se mettent avec nous. J'aurais préféré faire un mano à mano, une partie de reco. Un peu de stress au départ avec... Ah mais énorme, j'ai jamais eu autant de stress en fait, c'est ça qui est drôle, ce que je disais à Bibi, j'avais plus de stress là, départ du 1 qu'à l'Open de France en dernière partie, parce que je trouvais ça tellement improbable, j'étais comme un gamin en fait, je trouvais ça drôle. Parce que c'est quand même un joueur incroyable, pour moi tu as Tiger Woods et après Mickelson. Il arrive et puis je suis sûr que les gens qui vont regarder cette petite interview le savent, c'est une arène, le départ du 1 de tous les British, et donc là on est là, puis on entend quelqu'un marcher, il arrive. Du monde déjà? Un petit peu. Ouais, après ça s'est bien rempli, oui, mais déjà les parties de reco, là forcément Mickelson, et là il arrive et ce joueur absolument incroyable et adorable parce qu'il va voir Victor presque en s'excusant. Bonjour, je m'appelle Phil, est-ce que je peux faire la partie de reco avec toi? Et là tu te dis ah bon? Oui, si tu veux. Et il a été extrêmement sympathique et surtout ce qui était incroyable, à l'époque il était encore cadaillé par Bones et il avait ce petit carnet, il avait un petit carnet, tu te souviens de ça, non? Ça, je m'en rappelle. Il avait un petit carnet mais ridiculement petit et très épais.
il regardait toutes les 5 minutes, il regardait, et donc je vais voir le cadet, en demandant au cadet, il a un petit carnet et tout, et donc Bones m'explique qu'à chaque fois qu'il fait un tournoi, principalement un tournoi majeur, quand il rentre dans l'avion, il note tout ce qui lui paraît pertinent de noter, pour avoir ça dans ses notes la prochaine fois qu'il viendra. Donc autour de chaque green, on voyait que c'était surtout sa principale raison d'être là pendant cette reco, c'était autour des greens. Il regardait à chaque fois ses petites notes, il regardait les greens, est-ce que là c'est toujours de la même manière, est-ce que ça a évolué, et ça nous a vraiment montré à quel point ces joueurs-là ne sont pas là par hasard. Ils ont une précision dans ce qu'ils font, ils ont une implication dans ce qu'ils font qui est absolument incroyable, et ça avait été très impressionnant. Ce qui m'avait impressionné aussi, moi je voulais forcément le voir faire des lob shots, parce que c'est un peu ce qui caractérise sa force au niveau du petit jeu. Et il a passé beaucoup de temps autour des greens à faire que des putts, que des longs putts autour des greens. Il n'a pas fait un seul lob shot. Ah ouais, vraiment. C'est pour montrer un peu le mec est vachement dans l'efficacité, parce que c'est beaucoup de greens un peu en dôme. Et il a fait que des longs putts, il m'a pas fait un seul chip lobé. Pourtant c'est le roi du... Ouais, parce que je voulais le voir un peu faire des lob shots, forcément. On apprend beaucoup à côté d'un joueur comme ça, on regarde tout ce qu'il fait, on est plus spectateur que acteur finalement ou Ouais, on regarde forcément, mais après, moi j'ai mon job à faire, il faut que je fasse la reco. En plus je connaissais pas le parcours, mais tu regardes un peu. Et là il y avait beaucoup de vent, et ça m'avait impressionné comme il arrivait bien à maîtriser ses trajectoires, très basses. Très basses. C'est un joueur qui maîtrise très bien la balle basse, il a beaucoup de retard, beaucoup de lag, il est très vertical. Donc sur un links, ouais, quand il faut... beaucoup de facilité à la mettre très basse en spin. Ouais. Mais après voilà, j'étais concentré sur ma reco aussi, forcément. Et le fait d'avoir vécu cette expérience ensemble, forcément, ça tisse un lien fort entre Ouais, bien sûr, c'est un super souvenir, ouais. Un souvenir incroyable. Je veux dire, c'était le premier majeur de Victor, c'était mon premier majeur, on était jeunes, c'était un truc tout à fait incroyable. Donc oui, c'est sûr que c'est un super souvenir. Ouais, c'est impressionnant. Et si j'ai une petite anecdote, en tout cas quelque chose dont je me souviens, tu as joué donc ces 2 premiers tours avec Roberto Castro et Tyrrell Hatton. Oui, exact. Et Tyrrell Hatton, je me souviens très bien, quand tu es sorti du green du 1, j'ai dit mais quel connard ce mec. Je vais encore probablement... Ouais. Parce qu'il avait il avait une attitude qui n'avait pas été exemplaire. Et la première chose que tu m'avais dit, ouais, mais par contre lui, il va jouer fabuleux. Et il n'était pas encore connu. Hein. Non, parce que ça devait être son premier British Open, et je pense qu'il s'était qualifié comme toi à travers soit des qualifications, ou en tout cas parce que les spots sont les spots pour les qualifiés jouent ensemble, donc il s'était qualifié par je ne sais plus quel moyen, mais en tout cas ça devait être son premier British Open, et déjà Victor direct m'avait dit non mais lui il va jouer extraordinaire. Parce qu'on était montés ensemble en 2013 en fait via le Challenge Tour. On avait fini pareil top 15, ouais. Comme ça qu'on avait joué sur le tour en 2014. Bon, on n'a pas fait le même chemin. Forcément, tu vas le regarder le British là à Liverpool, ça va te remémorer des bons souvenirs. Oui, tout à fait. Bon, en général, je regarde tout le temps les British, mais là encore plus vu que je connais le parcours. Ouais.